8h34, Adrien Quatennens est avec nous, bonjour. Bonjour Jacques Bourdin. Vous êtes député France Insoumise, première circonscription du Nord. Je vais commencer avec le terrorisme qui est là, caché, redoutable. J'ai regardé les réactions des uns et des autres. Une partie des Républicains, le Rassemblement national, demande l'emprisonnement des 4000 fichiers SPRT considérés comme les plus dangereux, mis en détention préventive. Vous aussi ? Non, moi je veux pas crier au loup dans ce genre de situation, parce que vous savez, je pense que l'arsenal législatif tel qu'il fonctionne aujourd'hui est suffisant. On va se dire franchement les choses, Jean-Jacques Bourdin. Aujourd'hui, nos services font tout ce qu'ils peuvent pour lutter contre le terrorisme, et il est faux à chaque fois qu'il y aurait un acte de faire en sorte de surenchérir, comme le font certains partis politiques. Moi je pense que dans l'affaire, y compris, il faut le dire, le dispositif qui a été enclenché par le ministre de l'Intérieur et par le Premier ministre est bon et qu'ils font tout leur possible. Oui, mais arrêter préventivement, c'est ce que nous disent beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices d'RMC. Arrêter préventivement, le terroriste de Strasbourg n'aurait pas pu tuer. Mais vous pensez qu'on peut mettre tout le monde en prison, qu'on peut mettre un policier derrière chaque personne? Non, il faut un plan au long cours. D'abord, je veux commencer par avoir à votre micro des mots de compassion pour les victimes et leurs familles, et puis aussi pour celles et ceux qui, à l'heure où nous nous parlons, luttent encore contre la mort. Il faut saluer les forces de l'ordre qui font un travail formidable, et aussi les services de secours qui, à cette heure encore, sont au chevet des blessés. Maintenant, vous dire une chose. Nous n'arriverons pas à avoir un risque zéro. Il faut être très honnête. Et donc, par conséquent, il faut réfléchir à un plan d'action à plus long terme. Législativement, je vous le dis, d'un point de vue législatif, et tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut regarder un petit peu comment on peut lutter contre ça à la racine, j'ai envie de dire. Il y a des éléments en matière internationale, géopolitique, mais il y a aussi ce qu'on peut faire sur le territoire. C'est en matière de prévention. Il faut réfléchir un peu à ce que l'on peut faire pour améliorer notamment les services publics d'éducation, tous ces anticorps républicains qui fait qu'on n'a pas notamment une jeunesse dont on voit qu'elle bascule souvent du droit commun, vous le voyez, vers ensuite la radicalisation ou que sais-je. Donc il y a ça. Et moi, je refuse cette idée de choc des civilisations dans notre pays. Est-ce que la République est assez ferme avec l'islamisme radical? Je vous pose la question. Mais la République peut toujours être plus ferme. Mais aujourd'hui, moi, je vous le dis, Jean-Jacques Bourdin, en matière législative, il y a tout ce qu'il faut pour lutter contre le terrorisme. Il faut sans doute renforcer plutôt nos anticorps républicains, les services publics. Sans doute y a-t-il aussi à faire du point de vue du renseignement. Vous savez qu'il y a beaucoup de services de renseignement qui sont occupés sur les mobilisations sociales et écologiques. Il y a sans doute besoin de plus de moyens humains en matière de renseignement, de techniques d'infiltration, notamment pour les réseaux. Mais la loi suffit. Mais à cette heure, vous n'ignorez pas non plus que même si les méthodes employées par le tueur, et j'espère qu'il sera d'ailleurs neutralisé le plus rapidement possible, mis hors d'état de nuire, vous savez comme moi que pour l'instant, il a été inculpé uniquement pour du droit commun et que donc on ne peut pas comme ça préventivement arrêter tous les fichiers, c'est pas possible. Bien, Adrien Quatennens, il y a ce grand débat qui va s'ouvrir samedi partout dans les régions autour des revendications des Gilets jaunes. Laurent Berger dit le grand débat national doit débuter samedi. La CFDT s'oppose à ce que immigration et identité fassent partie de ce débat. Vous êtes d'accord avec lui ? Je pense que clairement la question de l'immigration n'est pas prégnante dans les cahiers de doléances des Gilets jaunes. Alors j'ai vu qu'il y avait ce débat autour du fameux pacte de Marrakech qui a été d'ailleurs assez mal compris, parce qu'en réalité c'est un texte qui nous vient directement des instances internationales, notamment de l'ONU. Vous l'auriez signé, vous? Mais écoutez, moi, dans ce texte, en tout cas, dans ce que j'ai vu, il n'y a absolument rien qui me choque. C'est-à-dire on prend acte d'un fait, les mouvements de population, et on dit il faut notamment que l'on puisse regarder quelles sont nos responsabilités dans les causes des migrations et faire en sorte qu'on puisse réguler tout ça à plus long terme. Vous savez que on les connaît, les grandes causes des mouvements de population aujourd'hui. Des mouvements de population d'ailleurs souvent contraints. Le changement climatique, les guerres, les conflits internationaux et également les accords commerciaux inégaux. Il faut qu'on puisse avoir une réflexion là-dessus. Et organiser, c'est ce que dit ce texte, organiser les conditions de l'accueil pour mieux le répartir. Donc vous auriez signé ce pacte de Marrakech comme le gouvernement? Moi, ce texte, honnêtement, me pose aucun problème. Et ceux qui l'agitent d'ailleurs, je pense, n'ont pas pris le temps de le lire dans le détail. Alors vous me posez la question de savoir est-ce que le débat sur l'immigration doit avoir lieu dans le cas de la mobilisation des Gilets jaunes. Moi, je voudrais d'abord vous dire que sur l'injustice fiscale, Emmanuel Macron n'est pas du tout à la hauteur. Et c'est bien là-dessus, d'abord et avant tout, on va en parler après. Que le débat doit porter, oui, je vais vous en parler, évidemment. Sur l'immigration, maintenant, Jacques Bourdin, vous dire une chose. C'est que à force d'agiter ce prisme-là, finalement, ça prend de la place dans le débat public
qui n'est pas corrélé à ce que ça représente réellement. J'ai l'impression souvent, dans la place que prend l'immigration dans le débat public, c'est un petit peu, vous savez, comme l'économie spéculative et l'économie réelle. C'est décorrélé. Parce que d'abord, les mouvements de population sont vieux comme l'histoire de l'humanité, et quand vous regardez aujourd'hui ce qui arrive à nos portes, ça représente quoi, 0,2% de la population de l'Union européenne. Donc c'est une goutte d'eau, et vous avez Jean-Jacques Bourdin, y compris parmi les gilets jaunes, des gens qui sont mobilisés des fois dans des zones rurales, très éloignées des centres-villes, des gens qui ne verront sans doute jamais un migrant de leur vie, qui sont pris très honnêtement d'une panique pour quelque chose qu'ils ne verront pas et qui sont parfois moins préoccupés, et c'est un problème. Moi je me pose la question, pourquoi se pose davantage la question de savoir quel est le rôle de l'immigration et pas de savoir pourquoi les salaires n'augmentent pas, pourquoi le niveau de vie n'augmente pas, vous voyez. Donc je trouve que ce débat il est souvent instrumentalisé. Maintenant je suis d'accord pour dire que bien évidemment il faut organiser les conditions d'un accueil coordonné, et aujourd'hui on le voit bien, à l'échelle de l'Union européenne, ça n'est pas ce qui est fait. Et c'est ce qui explique notamment ce qu'on a pu voir en Italie ou ailleurs, quand des pays qui sont géographiquement les premiers à accueillir portent tout l'effort sur leur dos et qu'il n'y a pas de coopération, eh bien ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut une meilleure coopération, et il faut aussi traiter les causes à plus long terme, parce que vous savez comme moi, je termine là-dessus, sur le changement climatique, d'ici à 2050, si l'on n'endigue pas le changement climatique, et pour le faire, il va falloir faire autre chose que ce que fait Emmanuel Macron, eh bien ce sont des mouvements de population contraints de l'ordre de 250 millions de personnes. Alors on va faire quoi? On les retrouvera là, l'extrême droite, la droite, à nous dire il faut les barbelés aux frontières partout? Quand vous aurez des mouvements de population de cet ordre-là, Jacques Bourdin, vous savez comme moi que là, ce sera intenable. Donc il faut vraiment organiser les choses et dire que les gens qui quittent leur pays ne le font pas de gaieté de cœur. On ne va pas sur un bateau de fortune comme on va sur un bateau de croisière. Adrien Quatennens, que dites-vous ce matin à celles et ceux qui, sur les réseaux sociaux, développent des théories du complot? Que leur dites-vous ce matin? Je dis que ce n'est pas raisonnable. Vous parlez de l'attentat de Strasbourg. Je dis que ça n'est pas raisonnable, que le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre font tout ce qu'ils peuvent sur ce sujet. Bien évidemment, je comprends, il y a cette question autour de l'effet que ça produit sur la mobilisation. Vous comprenez qu'on puisse tenir de tels propos? Non, je comprends pas qu'on puisse tenir de tels propos, parce que pour moi c'est absolument hors de toute vérité. Mais par contre c'est clair que certains s'interrogent sur l'effet produit dans la mobilisation. Ensuite, pourquoi? Parce que certains responsables politiques ont fait de la récupération politique, et moi je veux mettre en garde là-dessus. C'est que mais qui fait de on la peut pas. récupération Quand vous avez notamment Madame Belloubet qui lit, si vous voulez, le fait qu'il y ait eu l'acte commis par cet odieux assassin à Strasbourg, et qui dit du coup il faudra arrêter les manifestations, et qui presque ferait payer la responsabilité aux manifestants d'un risque terroriste, ou en tout cas que le fait que les policiers soient mobilisés, ça n'est pas sérieux. Enfin, vous voyez bien que les gilets jaunes mobilisés, cette France en colère qui a décidé de se rendre visible et de monter sur la table des puissants, et qui n'en redescendra pas tant qu'Emmanuel Macron n'aura pas fait ce qu'il faut faire sur la justice fiscale. Une première fois, on a tenté de dire, s'ils manifestent contre la hausse de la taxe sur les carburants, c'est qu'ils sont pas soucieux de l'urgence climatique. Vous avez vu comme moi que c'est faux, parce qu'il y a en plus eu la convergence avec les marches climat le week-end dernier. Ensuite, on a eu toute une séquence où on nous a dit le mouvement des gilets jaunes c'est violent et donc restez chez vous. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire aux gilets jaunes rentrez chez vous et ne manifestez pas, parce que sinon vous seriez quelque part complice des risques terroristes. Non, faut arrêter. Donc, non, il faut. Est-ce que Adrien Quatennens, je vais terminer avec ça parce que je vais pas donner trop d'écho à toutes ces thèses stupide. Franchement, j'ai lu l'attentat terroriste, je n'y crois pas une seule seconde, c'est pour étouffer la crise et le mouvement. J'ai lu Macron et comme Hollande, dès qu'il a un problème, un attentat survient. Comment peut-on en arriver là? Eh bien, vous savez, comment est-ce qu'un esprit raisonnable peut tout à coup basculer dans cette déraison? Mais vous connaissez aujourd'hui le caractère absolument sans filtre des réseaux sociaux, Jean-Jacques Bourdin, et tout ce qui circule. Et donc moi je le dis à nos concitoyens qui nous écoutent, ne faites pas circuler ou ne relayez pas ce genre de fausses informations. Il faut être implacable sur le sujet. Parce que quand nous faisons face à une menace comme celle-ci, il faut nous serrer les coudes et pas chercher à nous diviser. Et donc l'ennemi, y compris, doit savoir qu'il ne trouvera pas une brèche entre nous tous dans ce genre de situation. Donc vraiment attention, gardons raison et écoutons plutôt à cette heure les consignes des forces de sécurité qui sont chargées de traquer l'assassin, et dont j'espère que très rapidement nous l'aurons. Bien, Adrien Quatennens, il y aura peut-être de nouvelles manifestations à Paris et dans les grandes villes samedi, nouvelles manifestations de gilets jaunes. Est-ce que vous y participeriez? Oui, sans doute. Moi je vais vous dire une chose, c'est clairement.
Mais oui, moi c'est pas ma responsabilité que d'appeler à la manifestation. C'est pour ça que je vous ai pas posé la question. Bien sûr, je vous demande est-ce que vous y participeriez? Oui, parce que j'y participe. Est-ce que vous y participerez d'ailleurs? Bien sûr, j'y participe depuis le début parce que j'estime, comme beaucoup de Français, une majorité d'entre eux d'ailleurs, que cette colère est juste, que ces revendications sont bonnes d'ailleurs, sans faire de récupération politique. Parce que Jean-Jacques Bourdin, j'ai vu que dès qu'un politique essaie de formuler une issue à cette crise ou des solutions, il est taxé de récupération. Moi, je veux vous dire une chose. Pas taxé, il est taxé par les gilets jaunes de récupération. Oui, moi je vais vous dire, pas par tous d'ailleurs. Pas par tous. Je vais vous dire une chose, Jacques Bourdin, moi quand je regarde les cahiers de doléances des Gilets jaunes et que je regarde ce que nous avons fait à l'Assemblée depuis 18 mois, car parfois mot pour mot, c'est ce que nous avons présenté en matière de justice fiscale, etc. Donc même si je regarde le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, vous avez beaucoup, je rappelle 80% des revendications des Gilets jaunes qui s'y trouvaient. Alors qu'est-ce que je devrais dire? Les Gilets jaunes récupèrent notre programme? À la rigueur, pourquoi pas? Ce qui compte à cette heure, Jacques Bourdin, vous savez, c'est pas les étiquettes politiques, savoir qui fait quoi. C'est sur quel contenu on se met d'accord et comment on trouve une issue à la crise, parce que, et j'aimerais qu'on en parle en matière fiscale, Emmanuel Macron n'est pas du tout à la hauteur. Bien, les forces de l'ordre sont épuisées, elles demandent elles-mêmes à ce qu'il n'y ait pas de manifestation de masse ce week-end. Les forces de l'ordre le demandent. Vous comprenez cette demande? Mais les forces de l'ordre le demandent pourquoi, Jean-Jacques Bourdin? Parce que vous avez des services en tension, parce que depuis des années, il y a des suppressions de postes, et parce que vous avez 2 millions d'heures supplémentaires qui ne leur sont pas payées. Les forces de l'ordre, c'est Jean-Jacques Bourdin, souvent ils ont le cœur gilet jaune aussi. Ce sont des citoyens qui subissent les conséquences d'un pouvoir d'achat qui est toujours de plus en plus grévé et de l'injustice fiscale. Donc ce qu'il faut, c'est juste des moyens. Moi, j'appelle à des manifestations pacifiques. Je le dis aussi parce que il y a eu tout cet amalgame parfois fait entre manifestation, mobilisation et la violence. Mais la manifestation, vous savez, elle est inhérente, vous le savez bien, malheureusement. Elle est, eh bien, notre responsabilité politique, c'est d'appeler à la mobilisation pacifique. Et moi, je le dis, si les Françaises, les Français, qui à cette heure soutiennent le mouvement, passer d'un soutien à un soutien actif à la mobilisation, peut-être serait-il par leur nombre garant de mobilisation qui se passe dans le calme. Pourquoi ne pas déposer en préfecture un parcours? Pourquoi ne pas... Mais Jean-Jacques Bourdin, on touche là à la nature du mouvement qui est auto-organisé. Donc le rôle qui est le nôtre de responsable politique, je vous dis, c'est ce que font mes amis insoumis sur le terrain, c'est de non pas marcher devant le mouvement, il y en est hors de question, parce que c'est auto-organisé, il faut le laisser faire, mais par contre, c'est d'aider à ce que ça puisse se passer le mieux possible. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, quand la France insoumise ou certains partis politiques ou syndicats sont à l'œuvre dans l'organisation des mobilisations, c'est généralement une garantie de bon ordre, vous le savez ça. Eh bien nous, par exemple, nous aidons dans telle ville ou dans telle autre, eh bien les insoumis proposent les formulaires de déclaration en préfecture pour dire aux Gilets jaunes, voilà, si vous voulez le faire dans le bon ordre, c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut accompagner, faciliter le mouvement, mais ce n'est pas à nous de le diriger. Les Gilets jaunes, souverainement sur les ronds-points, doivent décider si les quelques mesurettes d'Emmanuel Macron sont à la hauteur ou pas. Adrien Quatennens, les discussions, les concertations vont commencer samedi. Dans votre, par exemple, circonscription, on va discuter avec les élus, avec les associations, les Gilets jaunes vont venir participer à ces discussions. Vous encouragez cette discussion? Oui, mais il faut qu'elle ait lieu, Jean-Jacques Bourdin, cette discussion, évidemment, et évidemment qu'il faut y participer. Maintenant, vous remarquerez quand même qu'en matière de justice fiscale, si on peut regarder... Alors allez-y, parlez de justice fiscale. Emmanuel Macron n'aura pas eu besoin de grandes concertations à travers tout le pays pour faire des choix qu'il paye aujourd'hui. C'est-à-dire que vous regardez son allocution de l'autre soir. Le problème, c'est que son thermomètre semble cassé. Il n'a pas compris ce dont les Gilets jaunes étaient le nom. Le socle commun, vous le savez, vous, Jacques Bourdin, vous les écoutez tous les matins sur RMC. Le socle commun des mobilisations, c'est le 2 poids 2 mesures en matière fiscale. C'est l'injustice fiscale. L'injustice fiscale. La question de l'impôt de solidarité sur la fortune, je dis bien de solidarité sur la fortune, vous savez que c'était une des principales revendications des Gilets jaunes. Parce que ça a consisté pour Emmanuel Macron à faire un cadeau d'1 million d'euros par tête de pipe aux 100 Français les plus riches. Ça fait 4 milliards à peu près. N'est-il pas temps, Monsieur Bourdin, n'est-il pas temps que les riches soient solidaires? Je pense que si. De la même manière, les Gilets jaunes interrogent. Quand ils voient qu'il y a 20 milliards d'euros par an, 40 milliards cette année, qui sont donnés dans le fameux crédit d'impôt compétitivité, qui est censé créer de l'emploi. Vous vous souvenez d'ailleurs que le MEDEF portait un petit pin, 5 millions d'emplois. La réalité, Jacques Bourdin, c'est que c'est une gabegie financière. Compte tenu du nombre d'emplois que le CICE aura permis de maintenir ou de créer, ça a coûté, tenez-vous bien, la bagatelle de 160 000 euros d'argent public par emploi créé ou maintenu. C'est très inefficace et très cher, vous en convenez. Donc pourquoi, par exemple, ne pas réorienter tous ces milliards vers la transition écologique, qui pourrait être d'ailleurs un formidable levier de relance de l'activité? Donc moi, je soumets plusieurs propositions. 3 à Emmanuel Macron. En matière fiscale, il faut de la progressivité. Parce que j'entends dire qu'il y aura un problème de consentement à l'impôt. Mais on ne peut pas consentir à l'impôt quand on en paye toujours plus. L'impôt dès le premier euro gagné? Oui, moi je suis favorable à cette solution. Pour responsabiliser chaque citoyen? Je suis tout à fait d'accord, Jacques Bourdin. Je vous explique ce que
je propose, que nous proposons avec la France Insoumise. Aujourd'hui, vous avez 5 tranches d'impôts. Tout l'effort est donc concentré sur les contribuables les plus modestes, ce qu'on appelle la classe moyenne. Nous proposons un système à 14 tranches, où effectivement, vous avez raison, tout le monde paierait, mais paierait véritablement à proportion de ses revenus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et figurez-vous qu'avec un système à 14 tranches qui lisserait l'effort entre tous, toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois, Jean-Jacques Bourdin, avec ce système, paieraient moins d'impôts. De la même manière, j'interroge la TVA, qui est l'impôt le plus injuste, vous le savez, qui fait que vous soyez très riche ou avec des revenus très modestes, vous payez exactement le même impôt. Ne peut-on pas imaginer revenir au système à 33% sur les produits notamment de luxe de la TVA et pour les produits de première nécessité, la diminuer. Ces deux mesures pouvant d'ailleurs financièrement, pour les caisses de l'État, s'équilibrer. Il y a un tas de choses à faire en matière fiscale. Une dernière chose, les transactions financières, Jean-Jacques Bourdin. Vous savez que les transactions qu'on appelle infrajournalières, c'est-à-dire les achats-ventes, la même journée, donc de l'activité qui est purement spéculative, qui n'est pas, qui ne finance pas l'économie réelle. Eh bien, ces transactions financières, Jacques Bourdin, ne sont pas taxées du tout. D'accord ? Est-ce que c'est un problème ? Je pense que oui. Or, Emmanuel Macron, l'autre soir, n'a pas du tout fait de proposition en ce sens. Alors, deux choses. Voterez-vous à l'Assemblée nationale les mesures annoncées par Emmanuel Macron lundi soir ? Non. Non. Pour la raison que, à part... Vous ne voterez pas la défiscalisation des heures supplémentaires. Non, surtout pas. Moi, honnêtement... Surtout pas. Vous êtes contre ? Dans tout ce panel... Vous êtes contre ? Je vais vous en parler, oui. Dans tout ce panel, il y a uniquement la suppression, vous savez, de la hausse de la CSG pour les retraités de moins de 2000. Ça va les soulager. Mais par ailleurs, vous notez, Jean-Jacques Bourdin... 33 000 pour un couple. Mais vous notez par ailleurs, Jacques Bourdin, les revenus, le gel des pensions, il est maintenu, d'accord ? C'est-à-dire que, à part supprimer une hausse... L'augmentation est de 0,3. Voilà. Alors, sur le reste... Moins que le coût de la vie. Alors, pourquoi les heures supplémentaires défiscalisées ? Vous êtes opposé à cela. Je vais vous dire pourquoi, Jean-Jacques Bourdin. Parce que dans un contexte aujourd'hui de chômage dans notre pays, où vous avez, contrairement à ce qu'on raconte, parce que à chaque fois on dit il y aurait énormément d'emplois non pourvus. Jean-Jacques Bourdin, aujourd'hui, dans ce pays, c'est en équivalent temps plein, notez ça, c'est un emploi non pourvu pour 40 chômeurs. Donc, dans un contexte où il y a une pénurie de création d'activités et d'emplois, je ne suis pas d'accord pour que la solution, ce soit d'encourager aux heures supplémentaires. Je comprends que pour un tas de salariés qui ont la possibilité de le faire, ça peut permettre d'améliorer leur fin de mois. Oui, pour beaucoup. Mais Jean-Jacques Bourdin, vous devez savoir aussi, et l'OFCE l'a dit, que ça va détruire des emplois. D'ici à 2021, l'OFCE estime que rien que la désocialisation, parce qu'il y a défiscalisation, ça sera 51 000 emplois. Il est dommage de ne pas voter supprimés. quand même des augmentations de pouvoir d'achat. Mais franchement, même si elles sont insuffisantes. Non, c'est pas qu'elles sont insuffisantes. C'est pas qu'elles sont défiscaliser les heures supplémentaires, Jacques Bourdin, désocialiser, ça n'est pas augmenter le pouvoir d'achat. Vous savez que les cotisations, ça fait partie intégrante du salaire. Et pareil, sur le SMIC. Vous avez noté que le président de la République, contrairement à beaucoup de commentateurs, il n'a pas parlé de hausse du SMIC. Il a dit le salaire d'un salarié au SMIC augmentera de 100 €. C'est un véritable tour de passe-passe, et vous le savez comme moi. Parce qu'en réalité, là-dedans, il y a la prime d'activité. Vous savez qu'elle est conditionnée. Et qu'il faut faire des démarches, c'est-à-dire que c'est pas automatique. Si les Français qui nous écoutent pensent qu'Emmanuel Macron va augmenter leur salaire de 100 € par mois, qu'ils se trompent. Ça n'est pas ce qui va se passer. Il n'y a pas de hausse du SMIC. Il y a une espèce d'entourloupe entre la hausse de la prime d'activité et la baisse des cotisations, alors que les cotisations, c'est votre salaire, justement. Pourquoi ne pas augmenter véritablement le SMIC ? Parce que la philosophie de la prime d'activité, Jean-Jacques Bourdin, c'est de croire finalement qu'on peut se contenter de bas salaires et puis derrière, l'État viendrait compléter. Non, moi je pense qu'il faut augmenter les salaires. Parce que la répartition des salaires, la répartition des richesses, c'est aussi important. Vous savez que la part des salaires dans la valeur ajoutée, elle est passée en 1980 de 67% à 59% aujourd'hui. Il y a une prédation du capital sur le travail. C'est ça qui est notamment au cœur des revendications des Gilets jaunes. Adrien Quatennens, j'ai une dernière question, parce que vous défendez ardemment le référendum d'initiative citoyenne. Alors, ça existe dans de nombreux pays, notamment pour voter certaines lois. En Europe, en Italie, ça existe aux Pays-Bas, ça existe. Sauf que dans de nombreux pays, n'existe pas le référendum révocatoire. Et vous défendez le référendum révocatoire qui a été mis en place, par exemple, par Hugo Chavez au Venezuela. Ben oui. Ne souriez pas, c'est la vérité. Bon, ça, personne ne le défend. Je comprends pas pourquoi vous le défendez. Alors, je vous explique. Aujourd'hui, on voit bien. C'est antidémocratique, absolument antidémocratique. Vous soutenez cette thèse, oui, Jean Bourdin ? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, regardez. Totalement. Je vais vous expliquer pourquoi moi je suis favorable au référendum. À l'autre référendum d'initiative citoyenne. Oui, celui pour abroger des lois ou pour proposer des lois, d'accord. Eh bien, moi, je vais vous dire pourquoi le référendum révocatoire, ça va dans le même sens, et qu'après cette émission, vous allez être d'accord pour le défendre avec moi. Si. Non. Monsieur Bourdin. Non. La souveraineté populaire,
Ouais. en toute hypothèse, en tout et pour tout, doit être notre seule boussole. Le peuple est souverain. Un référendum révocatoire, Monsieur Bourdin, ça veut pas dire... Le peuple a toujours raison. Écoutez-moi, bah oui, moi je le pense. Alors allez-y, allez-y. Un référendum révocatoire, Monsieur Bourdin, ça veut pas dire qu'on va dégager tous les élus tous les 4 matins. Non, je vous rassure sur ce point. Il s'agirait de quoi? De dire à la mi-mandat d'un élu, quel qu'il soit, du conseiller municipal au président de la République, si, Monsieur Bourdin, si un certain nombre du corps électoral, pourrait définir combien, signe une pétition qui réclame ce référendum, première condition, alors ce référendum se tient. Mais c'est vrai le fait tous les élus, il n'y a pas que pour le président de la République. Évidemment, je viens de vous le dire, tous les élus, moi y compris. Tous les élus. Moi y compris. Oui, non, mais d'accord. C'est-à-dire tous les élus pourraient être révoqués en permanence. À mi-mandat, pas en permanence, à mi-mandat, et si un nombre significatif du corps électoral le demande, ce qui conditionne le fait que ce référendum se passe. Ce référendum consisterait à quoi? Demander à la population, stop ou encore. Et je vous lis Jean-Jacques Bourdin. Il y a des endroits où ça s'est fait, et où le président, notamment l'exemple que vous avez cité, Venezuela, ou alors le référendum. On voit le résultat. Ou le référendum. Non, mais attendez, on va pas la refaire. Là, je parle spécifiquement de la question de la liberté. Oui, moi, je parle de la question de l'intervention du peuple. Et ça peut très bien être une relégitimation pour la fin de mandat de l'élu. Mais notez avec moi que si tous les élus savaient qu'ils pouvaient être menacés d'un référendum révocatoire à mi-mandat, sans doute peut-être tiendraient-ils davantage leurs promesses. Sans doute y aurait-il moins de cocus des précédents et des propositions qui n'ont pas été respectées. Ça obligerait simplement l'élu à être en bonne corrélation avec la souveraineté populaire. Jean-Jacques Bourdin, le problème que nous avons à cette heure, c'est que le président de la République, il est légitime, il a été élu. Mais la mobilisation... Vous le pensez plus légitime. Si, il est légitime. Vous le pensez encore légitime? Monsieur Bourdin, il a été élu. Vous le révoqueriez, là? Mais vous avez en face Est-ce que vous le révoqueriez? Attendez, il y a deux choses. Attendez, c'est pas la même chose. Je suis un républicain convaincu et conséquent. Il est légitime, il a été élu démocratiquement. Néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas poser la question de savoir si à cette heure le peuple est encore d'accord? Jean-Jacques Bourdin, notez une chose. Il y a une vraie rupture aujourd'hui entre la représentation populaire et le peuple lui-même. On a un conflit là actuellement. Vous avez Marine Le Pen qui serait la présidente de la République. Non, mais pas du tout. Mais attendez, comment pas du tout? Écoutez-moi. Regardez les sondages. Monsieur qui Bourdin, est en tête aujourd'hui dans tous les sondages? Eh bien, faites en sorte que. Mais vous accepteriez, Mais moi, vous accepteriez? Mais attendez, posez-vous la question. Non, non, moi je l'accepterai pas. Mais eh bien pourquoi? Mais si c'est le peuple qui décide, vous ne l'accepteriez pas. Mais justement, le but, c'est de réhabiliter le bulletin de vote, Monsieur Bourdin, les arguments et la polémique comme les meilleures armes, pas la violence. Et donc il faut convaincre les gens. Il faut convaincre les gens de faire un choix humaniste, social, tourné vers l'intérêt général plutôt que le projet Rabougri de... Mais alors quoi? Parce qu'il y a un risque d'extrême droite, vous allez contester la souveraineté populaire? C'est la liberté du peuple. Eh bien oui, et il faut l'en convaincre. Et je vous dis qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron devrait revenir aux urnes. Parce que entre l'Assemblée nationale, où il y a une minorité de personnes qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, et le pays qui soutient en majorité, vous voyez bien qu'il y a une rupture. Il y a un système de double pouvoir, de double légitimité. Il faut le régler par les urnes. Moi je dis, la souveraineté populaire doit être notre boussole en toute hypothèse et à chaque instant. Bien, merci Adrien Quatennens merci à vous d'être venu nous voir ce matin.